Bonjour Isabelle. Bonjour Anne-Laure. Alors aujourd'hui, on va aborder le thème de la parentalité positive et tu vas nous transmettre quelques clés pour essayer de développer la bienveillance auprès des enfants, surtout aujourd'hui, en cette période de grands changements. Et avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton parcours et qu'est-ce qui est important pour toi quand tu es au contact de l'enfant? Oui, alors je suis praticienne en gestion émotionnelle dans les troubles affectifs et comportementaux de l'enfant. Je propose des ateliers et interventions auprès des enfants avec des outils qui vont leur servir à, à un équilibre, en fait, à trouver leur équilibre et en fait à développer leur propre sens et notamment l'autonomie. Donc j'ai demandé à travailler avec l'école Montessori, ce que j'ai fait pendant 3 ans. J'ai accompagné également l'équipe pédagogique, donc les éducatrices, ce qui fut fort enrichissant puisque c'est par les adultes que les enfants auront leur transmission. Donc j'ai pu pratiquer des deux côtés. Aujourd'hui, je souhaite continuer de transmettre à travers ces ateliers le bien-être de l'enfant, donc des formations sur les émotions, sur leur place dans le groupe, sur leur place tout court, sur qui je suis. Voilà, c'est ce qui me tient à cœur, avec évidemment des formations telles que la communication non violente, la bientraitance, l'autonomie de l'enfant et les dernières découvertes qui ont été faites sur les neurosciences, notamment par Catherine Guéguen, qui nous apprennent ce que crée l'empathie chez l'enfant. Comme le mieux-être, ils sont beaucoup plus sereins puisqu'ils sont respectés et aimés, et enfin plus aptes à apprendre, ouverts à la joie et en pleine disposition pour apprendre. Voilà, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Merci Isabelle, magnifique parcours. Euh, Aujourd'hui, on est tous impactés d'une manière ou d'une autre par la pandémie. Euh, et en tant que parent, je me suis posé la question, même plusieurs questions. Comment communiquer auprès de mes filles de ce thème-là? Comment leur parler du virus, du masque, des gestes barrières? Parce que je me sentais démunie par rapport à cette nouvelle situation. Et je me suis aussi demandé finalement comment développer des nouvelles ressources par rapport à ces contraintes. Alors, ces nouvelles ressources, c'est vrai que on vit une période qui n'est pas habituelle. On sait que quand il y a des grands changements qui arrivent dans nos vies, on est bien obligé de modifier nos comportements, notre façon d'être. On est bien obligé de réfléchir différemment et de comprendre ce qui nous entoure. On est obligé, ça vient naturellement. C'est vraiment presque de l'instinct de survie. Finalement, dans beaucoup de cas, on finit par y trouver nos marques. On se découvre des forces insoupçonnées. C'est ce qu'il y a d'intéressant. Euh, Cela va nous conduire à une approche de nous que nous ne connaissions pas. C'est vraiment ce qu'il faut développer avec cette pandémie. C'est ce qui se passe. Et il ne faut pas hésiter à s'observer. Il faut changer de comportement et c'est d'une façon positive qu'il est bien sûr souhaitable de l'aborder avec les plus petits qui, eux, n'ont pas la matière pour comprendre ce qui se passe. Et juste, ils ressentent juste en fait les émotions des adultes qui, durant cette pandémie, et notamment la peur. Mmh. Euh, c'est évidemment c'est pas facile, tout n'est Mmh. pas facile ni rose, hein, Mmh. mais les nouveaux rites qui vont se fondre dans le temps euh, nous diront plus tard bon bien on a appris pendant Mmh. cette période, hein. Mmh. C'est ce qu'il faut retenir pour donner à nos enfants l'exemple que nous pouvons toujours répondre à ce qui doit être fait pour nous et par nous. On est capable de grandes choses. On est capable de vaincre cette pandémie. On est capable d'emmener nos enfants en étant protecteurs et notamment en termes d'émotions. Nous en sommes capables. Mmh. Oui. Voilà. Oui, oui, c'est ce qui va nous donner confiance
aussi pour la suite, hein, de Exactement. sentir qu'on a des ressources déjà en nous qui vont Interne. être prêtes à se développer pour s'adapter et répondre au mieux à ce que nous propose la vie. Absolument. Ouais. Après, bien évidemment, la réalité est là. On ressent beaucoup de peur, d'angoisse, voire de sentiments d'insécurité. Bon, alors à chacun à des degrés différents. Encore une fois, comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet-là avec les enfants? Comment est-ce que toi, tu t'y prendrais pour parler à un enfant de ses émotions? Alors, ce qui est important, c'est, avant toute chose, avant de parler, à l'enfant de ce qui se passe, vu que ça génère beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur, il faut déjà aller se regarder soi. Mmh. Faut, vous regarder. La Mmh. façon dont vous allez transmettre à l'enfant, en fait, va être le miroir de ce qu'il va recevoir. Mmh. C'est-à-dire que même si vous ne dites rien, mais que vous êtes avec cette peur ambiante, l'enfant va avoir peur. Mmh. Parce qu'avant d'entendre vos mots, il ressent ce que vous ressentez. Donc je dirais que la meilleure chose à faire quand c'est possible, c'est d'aller déjà se travailler sur cette peur, aller voir un petit peu pourquoi on est dans cette émotion et essayer d'y parer au mieux pour, quand on s'adresse au moment où on va s'adresser à l'enfant, on soit le plus en paix possible. Mmh. On peut également expliquer à l'enfant, tu vois, pour moi aussi, c'était compliqué quand c'est arrivé, je savais pas quoi faire avec ça et c'est vrai que ça fait un peu peur parce qu'on ne connaît pas les choses. Mmh. On ne connaît pas. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gestes donc protecteurs, il y a des choses à faire pour nous protéger. Mmh. Donc, si on fait bien les choses, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mmh. Voilà. Ça, c'est la première chose que l'on peut transmettre à l'enfant afin de lui enlever un petit peu toutes ces angoisses. Mmh. Évidemment, il y a des gestes protecteurs. On ne Mmh. peut pas le nier, il est important de lui communiquer. Mais ce qui Mmh. est important, c'est que vous soyez vous-même en phase avec ce que vous allez transmettre à votre enfant. Ouais. C'est la meilleure façon d'aborder les angoisses et les peurs, Mmh. Mmh. parce qu'on lui répond à quelque chose qu'il ne connaît pas. Il est Mmh. important aussi de toujours lui dire qu'il y a un début et une fin dans chaque émotion. Aujourd'hui, hier, j'ai eu peur parce que je ne savais pas, mais tu vois, aujourd'hui, je n'ai plus peur. Et ben, toi aussi, quand tu auras des émotions, ça sera comme ça. Tu commences à avoir peur et puis après, tu n'auras plus peur parce que tu sais que de toute façon, il y aura toujours une solution. Voilà. Mmh. Pour ma part, c'est comme ça que Ouais. j'agirais. Mmh. Mmh. Oui, et on peut dire un mot aussi sur le fait que si bon, on prend conscience de nos peurs, hein, en tant qu'adulte, Oui, pour déjà en être responsable et aussi quelque part décharger l'enfant de ce qui nous c'est appartient. ça. Et ensuite, euh, on peut être aussi conscient que si on reste focalisé sur nos peurs, il Mhm. y a aussi un risque. C'est-à-dire trouver un peu le juste milieu entre je prends conscience de mes émotions et de l'ambiance qu'il y a autour de nous. Autour, oui. Néanmoins, si je reste focalisée dessus, qu'est-ce qui risque de se passer? En fait, plus on va se focaliser sur une peur et plus on va la transmettre à l'enfant. C'est Mhm. exactement comme quand on a mal quelque part. On sait très bien quand on a mal quelque part, mais vraiment, ça tourne en boucle dans notre Mhm. tête. Et du coup, plus ça tourne en boucle, plus on se focalise et plus on a mal. C'est un message que l'on s'envoie et qui traverse notre corps. Et tout notre corps s'encode à ce moment-là de ce message j'ai mal. Et du coup, quand on va transmettre à l'enfant, effectivement, euh, quand on transmet, excusez-moi, à l'enfant, effectivement, plus on y pense, plus on va focaliser et plus on va transmettre notre peur. Voilà, elle sera ancrée dans notre corps, l'enfant va le ressentir. C'est ça que je voulais dire. Mhm. C'est vraiment, euh, encore une fois, au-delà des mots, c'est ce qu'on va transpirer Mhm. qui va être le facteur de réponse à l'enfant, Mhm. qui va être facteur
ou générateur d'angoisse, ou générateur justement de paix ou d'être assuré en tous les cas. Voilà, de calme, voilà. D'accord. C'est vraiment important. Faut vraiment se dire, ouais, j'ai peur. Si je dis que j'ai peur, ça va de plus en plus vite. Et puis finalement, quand je vais parler à mon enfant, il va sentir cette énergie qui n'est pas forcément celle qu'il doit absorber. Du coup, allons voir d'abord comment travailler sur nous un petit peu, au moins un petit peu. Et puis, à ce moment-là, effectivement, défocaliser cette peur. Oui, et progressivement essayer de trouver des ressources aussi pour défocaliser de notre problématique et trouver des solutions. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Alors concrètement, Isabelle, comment est-ce qu'on peut parler du virus aux enfants de façon simple? On sait que le choix des mots est important. Comment est-ce que tu t'y prendrais? Alors effectivement, le choix des mots est important. L'enfant d'abord comprend tout au premier degré. Cela, c'est très important de le noter. Si vous lui dites par exemple, j'ai des fourmis dans les jambes, il va vraiment croire que vous avez des fourmis dans les jambes. Il va les chercher, voire il va paniquer. Donc c'est important de maîtriser les mots et d'être attentif à ce que l'on peut recevoir. Alors, comment expliquer le virus? Le virus, comme tout virus, de la grippe, on peut avoir des angines virales, etc., c'est une maladie. Voilà. Donc déjà, expliquer à l'enfant, voilà, il y a ce nouveau virus qui arrive, c'est une maladie, effectivement. Aujourd'hui, elle rend les gens malades parce que justement, c'est pour ça que ça s'appelle un virus, mais que des gens sont en train de chercher des remèdes pour soigner et pour que nous ne soyons plus malades. Je pense qu'il n'y a pas tellement besoin de dire plus que ça. Oui. On a parlé du virus, on a expliqué ce que c'était, et puis maintenant, on met à la fin la chose qui est certaine, c'est qu'à un moment donné, ce virus dans le temps, s'il ne disparaît pas totalement en tous les cas, ce que disent les chercheurs, parce que moi je suis pas du tout chercheuse, on est bien d'accord, mais ce que disent les chercheurs, c'est que dans le temps, il va s'amoindrir, voire disparaître. Donc inutile d'affoler plus l'enfant que ça. Voilà, Et un minimum d'informations. Voilà, oui. Donc c'est pas la peine de rentrer dans des détails pour s'y perdre et puis au risque aussi, voilà, de renforcer encore une fois la peur du virus, etc. Ouais. Ok. C'est ça. Un autre sujet aussi dont on parle beaucoup et d'autant plus pour les personnes qui travaillent avec les enfants, c'est le port du masque. Voilà, quelles sont les implications du masque? Alors le masque, dire que le masque, normalement c'était pour Mardi Gras et que c'était plutôt pour faire la fête. Donc ça a un peu changé effectivement de signification. Les adultes qui encadrent les enfants doivent bien sûr porter des masques et par conséquent l'enfant ne voit plus qu'une partie du visage. Je me dis que ça doit quand même être très surprenant, même si aujourd'hui il commence à avoir un peu l'habitude. Les encadrants notamment scolaires qui sont là pour enseigner, pour transmettre par l'oralité, par la bouche, c'est quand même très spécifique. La bouche est vraiment la partie qui parle, qui embrasse, qui nourrit en fait. C'est donc une partie importante pour l'enfant. Il est dans un besoin fort de communication et de réception d'informations affectives. Et finalement, il est en demande de nourriture sous toutes ses formes. Du coup, ce masque fait barrière à ça. Heureusement, la réflexion, c'est qu'il nous reste quand même le haut du visage. Et c'est pas n'importe quoi, parce qu'on a les yeux, les sourcils, le front, c'est pas rien. Il faut vraiment se servir de cela pour pouvoir exprimer, pour que l'enfant arrive à oublier en fait le bas du visage, c'est-à-dire ce masque et sa barrière représentée. Moi, je préconiserais bien, je ne sais pas si vraiment les éducateurs ou professeurs des écoles peuvent mettre ça en place, mais on peut également apprendre quelques signes dans le langage des signes pour exprimer différemment nos émotions. On peut compléter l'apprentissage des différents langages, tels les gestes, le corps, le regard. On n'émet pas que par la bouche. Eh oui. On émet par d'autres sens. Ouais.
D'ailleurs, tu me parlais aussi dernièrement de l'intensité du regard quand on s'adresse à l'enfant. Alors, l'intensité du regard, même si on ne devait voir que le regard, peut tout dire. Mmh. L'enfant arrive à décrypter votre regard. C'est-à-dire que Mmh. même quand vous lui dites: «Je ne suis pas en colère», mais que vos yeux expriment la colère, ils le savent, les enfants. Mmh. Nous Mmh. aussi, on le sait, on a juste perdu l'habitude de regarder l'autre. Mmh. Mais l'enfant, il est encore pur là-dedans. C'est-à-dire que Mmh. non seulement il voit vos yeux, mais il ressent toutes les vibrations de votre corps. Et c'est cette complétude qui va répondre à l'enfant. Mmh. L'intensité du regard, elle est importante parce qu'elle est nourricière. L'intensité du regard, ça peut vraiment être à l'égal d'un câlin. Sans toucher l'enfant, on peut l'embrasser du regard. Mmh. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on apprenne à travailler aujourd'hui. Mmh. Mmh. Une nouvelle façon de communiquer. Mmh. Ouais. Oui, oui. Et ce dont on avait parlé aussi, c'est justement comment prendre conscience de ces autres plans. Donc, on a des contraintes sur le plan physique, Oui, mais sur le plan émotionnel, justement, peut-être que là, ces contraintes nous amènent à être plus conscients, plus à l'écoute de nos ressentis aussi au niveau émotionnel. bien sûr. Puisqu'on n'a Quand plus on est... le mmh, Oui, pardon, excuse-moi, bah, Anna. puisqu'on n'a plus le contact physique, on a d'autres choses qui viennent en premier plan. Qui parle, bien Mmh, sûr. Quand, quand on a, je sais pas, un besoin spécifique. Non, je vais prendre cet exemple, je l'aime bien cet exemple. Quand on rentre dans une pièce, on rentre, il y a 2 personnes qui sont, dans cette pièce, à 2 extrémités de la pièce. On rentre, on vous dit bonjour avec un grand sourire et tout ça et pourtant quand vous rentrez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous sentez qu'il y a une discorde. mmh, D'ailleurs, vous vous sentez pas bien souvent. mmh, Pourtant, les 2 personnes vous font un grand sourire, tout a l'air calme, tout a l'air serein. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est bien une émission de vibration de quelque chose qui s'est passé. mmh, Donc ça laisse des traces. On est capable de ressentir ça. On a juste oublié de ressentir et de communiquer avec nos sens vibratoires. mmh, Il est important de le transmettre à l'enfant, mais je dirais même que finalement, au-delà de le transmettre, c'est l'enfant qui va nous le redonner. Parce que lui, il est toujours dans la transmission et dans la réception de ces vibrations. mmh. Ouais. Quelquefois, on n'a même pas besoin de mots avec nos enfants. Ils Mmh, savent. Vous le savez qu'ils savent. mmh, Voilà. Ça fait mmh, partie de cette émission de vibration qu'ils ressentent directement dans leur petit corps et cœur impacté par ça. mmh, Il faut travailler là-dessus en positivité. mmh. Oui, donc finalement, là où on a des contraintes, c'était ça aussi le cœur de notre réflexion, hein. C'est là où on Mmh. a des contraintes au niveau du contact physique, on est amené à prendre conscience ou à se reconnecter avec tout notre émotionnel et toutes ces vibrations qui nous entourent et qui nous Bien relient sûr, aussi les uns les autres, hein. bien sûr. Ouais, OK. Mais c'est justement ce qu'il faut retravailler. C'est une Mmh. nouvelle c'est pas une nouvelle découverte, hein, ce serait, c'est une nouvelle, comment dire, un renouveau. Voilà, Mmh. plus Mmh. exactement. Un OK. renouveau, une redécouverte de soi, on va dire. Mmh. Est-ce que tu pourrais également nous donner quelques mots sur ces fameux gestes barrières ou aussi qu'on appelle gestes protecteurs, hein, Mmh. qui ont un sens un peu plus doux, hein, de dire protecteur que barrière. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ah ouais, j'ai eu ma petite réflexion là-dessus, effectivement. Et donc je me suis dit: je pars toujours de quelque chose de simple, hein. Donc Mmh. on a des gestes barrières ou protecteurs, qui empêchent, les gestes tendres et toute forme de rapprochement avec les camarades, les collègues, d'autres personnes croisées. Et cependant, nous avons encore le droit au câlin et au rapprochement avec les parents, les frères, les sœurs, quelquefois les grands-parents. Et pour moi vraiment, c'est ce qui finalement est le plus important pour les enfants. Mmh.
Il n'y a rien de plus important que la famille. Je ne suis pas sûre finalement, alors peut-être que je dis une bêtise, mais en tous les cas, c'est ma réflexion qui est née de cette interview d'ailleurs, c'est de me dire, mais finalement, est-ce naturel que tout le monde fasse des câlins à tous les enfants, des personnes étrangères, même des éducateurs, même voilà, est-ce que c'est naturel ça? Est-ce que vraiment, alors je sais que dans notre culture, nous sommes quand même relativement tactiles. Après, il y a des cultures qui le sont plus, et puis il y en a qui ne le sont pas du tout. Ça les empêche pas de s'aimer, ça les empêche pas de se développer dans l'affectif. Donc c'est une vraie réflexion. Moi, en tous les cas, je vais réfléchir encore à ça. Pour ce qui est de communiquer avec les personnes dites extérieures, il est bien moins important que les enfants créent des contacts physiques, c'est une évidence. Et dans tous les cas, ils peuvent transmettre autrement. Évidemment, les codes sociétés vont devoir changer pendant ces périodes de pandémie, alors il faut apprendre autrement, il n'y a pas d'histoire. Comment apprendre autrement? C'est justement par ces échanges de vibrations, ces échanges de regards intensifs, c'est des mots qui vont être dits qu'on n'a peut-être pas dit, et puis surtout on va entendre l'enfant, on va lui demander ce qu'il ressent, on va lui demander ce dont il a besoin. Et au lieu de faire un geste de câlin pour dire bon tu vois, t'as plus besoin de pleurer, je t'ai câliné là, c'est bon, c'est de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens, comment je peux t'aider. Donc c'est favoriser le dialogue finalement. Ouais. Merci pour toutes ces clés qui vont, en tous les cas, moi, qui m'aident personnellement et qui, j'espère, vont aussi aider d'autres parents ou éducateurs ou grands-parents, enfin voilà, toute personne qui entoure les enfants. Comme on a encore beaucoup de choses à dire, on va réserver ça pour d'autres interviews. Est-ce que tu veux laisser ton contact sur la vidéo pour que Oui, les gens avec puissent te plaisir. joindre? Et avec plaisir. Alors, mon site qui est plutôt accessible sur votre téléphone, je l'ai pas, c'est moi qui l'ai créé, donc voilà, c'est isabellebarutel.tk, tout accroché, Isabelle Barutel, Barutel. Mon téléphone est le 07 83 01 07 76. Mon adresse mail est lumière d'enfant, tout accroché au singulier, @aol.fr. Voilà, pour toutes les personnes qui aimeraient te contacter, avoir un suivi à distance ou voilà, ça vous verrez entre vous. Et voilà, donc merci beaucoup Merci à toi, et Laure. à très bientôt. Au revoir.